bonsoir. Merci d'être venu à cette soirée à l'Yeshiva des étudiants. Donc, nous avons la joie de recevoir M. Luigi Zoja. Très bien, c'est très bien. Monsieur Eveno. Zoya. Zoya, oui, c'est l'italien. Zoya. Le nom n'est pas italien. Voilà. Alors, que j'apprécie énormément en tant que Monsieur Zoya. Et il y a 2 ans, juste, nous avions fait un colloque sur son livre Le Père, Anthropologie de la paternité. Comment cela se fait? Parce que, si vous voulez, personnellement, je suis étudiant au talmudiste. Depuis, je dis que je suis bac plus 50 en Talmud. Voilà, donc ma spécialité, c'est le Talmud. Mais néanmoins, ça me paraît important de s'intéresser à toutes les disciplines humaines. Et donc, j'avais découvert ce livre de Luigi qui m'avait énormément impressionné par sa manière de lire, en particulier l'Iliade et l'Odyssée, qui est très proche de notre méthode, à nous, talmudistes, d'étudier les textes bibliques. C'est-à-dire que les textes bibliques et les textes du Talmud, c'est-à-dire qu'il y a une méthode, un texte, il y a comment lire un texte, il y a une méthode. Qu'est-ce que c'est une lecture? Qu'est-ce que c'est lire? Et j'ai vu une certaine communauté d'approches dans le livre de Luigi. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, je veux travailler avec M. Zoya. Et c'est pas seulement ça, mais Luigi Zoya m'a dit qu'il avait publié un livre sur le déclin du désir, que les éditions Imago m'ont envoyé gentiment, et les préoccupations sont vraiment très proches des préoccupations que nous pouvons avoir ici, nous, les chers étudiants. Donc, c'est avec vraiment beaucoup de joie que nous allons travailler ensemble sur ce sujet. Donc, je propose que M. Zoya présente son travail. Ensuite, je ferai un genre de miroir, comment on peut aborder les choses en termes talmudiques. Et ensuite, donc, le plaisir de vous écouter dans vos questions. Voilà, c'est tout ce que... Merci bien. Premièrement, je voudrais remercier Rav Zizek parce que, pas seulement parce qu'il m'a invité, parce que il y a eu aussi, comme vous disiez, une continuité entre la première invitation, il y a 2 ans, exactement. Mais quand même, on s'est écrit quelquefois de petites choses, mais pas petites choses. Vraiment, et on s'est même parlé, et voilà. Et je lui ai demandé quelque chose pour ce qui concerne la religion juive, que je connais très peu, et il m'a même demandé quelque chose d'une perspective analytique. Et puis, remercie aussi Bertrand Eveno, mon éditeur qui a fait ce livre et l'autre, et un autre encore. Et je remercie aussi le public, comme j'imagine très bien, j'ai envoyé cette invitation comme elle va aussi être transmise à des amis en général, inclus en Israël où j'ai beaucoup d'amis. Et évidemment, quelqu'un m'a
répondu, oui, mais c'est une journée trop difficile pour nous. Nous sommes attachés à la télévision comme ça. Et alors, d'être ici, je vous remercie 2 fois. Alors, j'espère qu'on va parvenir dans un bref débat à s'entendre. Et évidemment, c'est aussi un problème de catégorie, de concepts abstraits. Et pour s'entendre, il faut les rendre concrets. Par exemple, malgré votre aide, j'ai renoncé à rapporter des diagrammes, des images. Il y en a quelqu'un dans le livre, mais le problème, justement le problème dans la crise jamais vue de la sexualité, c'est qu'on perd, je ne voudrais pas être sentimental, mais on perd quand même l'être humain. Ça devient quelque chose d'abstrait et ça ne marche plus. C'est évidemment pas les limitations des lois ou des coutumes du XXIe siècle en Occident. Il y a beaucoup de choses qui manquent plus. Alors, c'est les personnes humaines qui manquent. Le titre que j'ai donné au livre, au fond, que j'ai donné au livre en italien, qui a été dans ce cas traduit littéralement, c'est Le déclin et le déclin du désir. Oui, en espagnol aussi. Et bon, si je peux me permettre, le livre a été sorti il y a 2 ans et déjà été traduit dans une quantité énorme de langues, y compris en russe. En Russie, où je vends beaucoup. Je sais pas, évidemment, je ne vois jamais l'argent. Les objets n'arrivent pas. Au moins, j'ai la satisfaction parfois de voir en vidéo l'éditeur qui est de toute façon, il paraît que c'est le même problème partout. Là, dans des circonstances très, très différentes, disons, dans l'Occident et comme ça. Et maintenant, on va avoir aussi une édition chinoise, parce que, comme vous savez, la Chine aussi, elle a un problème démographique énorme, encore plus grand que notre, guillemets, Occident, le manque de nouveau-nés. Et l'État est préoccupé, l'État dépense énormément pour ça. Et en général, les États, je connais évidemment assez bien la situation en Italie, où on a depuis 1 an et demi, 2 ans, un gouvernement de droite, c'est même post-fasciste, et l'attitude est un peu comme Mussolini, s'est préoccupé beaucoup pour le manque d'enfants, parce que le pouvoir d'une nation, d'un État, c'est le numéro comme première chose. C'est vrai, il faut la qualité, il faut toutes choses, non, mais en Italie, ça ne marche pas. Mais la plupart des discussions publiques n'ont rien à voir avec le fait que, permettez de parler directement, les actes sexuels sont en baisse continuelle, partout, dans l'Occident et même pas dans l'Occident. Sitôt qu'un pays, seulement en Afrique, on continue à avoir un excès de natalité, mais tout de suite, lorsqu'un pays devient un peu plus riche, il y a une baisse de la famille traditionnelle disparaît et il y a aussi une baisse de naissance. Évidemment, la baisse de naissance et la baisse d'activité sexuelle est
dans un pays comme le mien, qui est occidental, mais où le revenu est moyen bas, non, par rapport à l'Occident, c'est aussi une question économique. Et les jeunes gens ne forment pas de couple, parce que c'est trop cher, et ils restent avec les parents. Comme il y a une tradition assez progressive, ils restent jusqu'à 30 ans, 40 ans. Il y a, parmi mes patients, par exemple, à Milomena, des enfants de 50 ans passés qui vivent encore avec la mère. Et ça, ce n'est pas le cas de la banlieue. J'ai 2 ou 3 cas, j'ai connu amis, patients ou des gens qui sont à un très haut niveau, mais qui ont encore alors c'est extrêmement compliqué. Et l'instinct ou le désir, là on devrait discuter comme on l'appelle, est très malade ou est devenu fou. Je tâche de charger un peu naturellement mon expression pour me faire entendre. Et quand même, on le voit, l'être humain postmoderne, je ne sais pas, que sommes-nous, l'être humain postmoderne au XXIe siècle, quelque chose comme ça. Et l'autre instinct primaire, l'appétit, est aussi hors de contrôle. On le voit un peu moins, ce n'est pas seulement un cas, dans des pays comme la France ou l'Italie où on mange en général assez bien. Alors, si on a un rapport avec la nourriture, on a beaucoup moins d'obésité. Mais la tendance à l'augmentation de poids et à une obésité sans contrôle est absolument généralisée. Et aux États-Unis, il y a maintenant 40% des gens classifiés comme obèses. 40%. 40%, oui, ça donne par exemple des discussions maintenant qu'il y a de possibles réarmements, ces tensions internationales avec la Chine, avec la Russie, etc. Si on veut réintroduire un service militaire plus extendu, non, comment va-t-on faire? Parce que l'Américain normal, n'est pas possible d'envoyer au service militaire parce qu'il ne marche presque pas, non? Et beaucoup, oui, c'est ça. C'est assez tragique, tout ça. Alors, le désir est sorti de contrôle. Et on le voit dans l'Occident, mais on le voit encore plus dans ce qu'on appelle, par exemple, les pays du BRICS, non? Vous savez, c'est encore plus rapide. Il passe directement d'une malheur de la sous-nutrition, je ne sais pas, le Brésil, l'Inde, à la surnutrition, à l'obésité, sans vivre avec une relation normale. Alors, les instincts, c'est quelque chose d'humain, et comme toute chose humaine, ils ont une vie. Et cette vie peut vivre mieux ou pire, et c'est un phénomène, disons, avec pas une fixité, avec une augmentation et une décroissance, soit dans l'individu, soit dans la société. Nous vivons en Occident, en général, dans ce que Popper a appelé la société ouverte, non, Popper. Nous vivons fondamentalement une des 3 qualités de la France dans la liberté. Et là, Isaiah Berlin a
dit qu'il y a deux libertés en général, celle négative, non, et celle positive. Bon, je sais pas, peut-être, de toute façon, je cite quelqu'un que vous connaissez comme c'est le penseur juif de la deuxième moitié du siècle passé qui ont donné la dimension dans laquelle tout le monde vit maintenant. Et ça nous fait songer, au moins moi, je peux songer au fait, à la possibilité que l'activité sexuelle humaine, vue pas seulement et de toute façon, pour ce qui nous concerne, pas dans le sens individuel, mais en général, comme c'est une activité humaine, forme une cloche, une coupole. Il y a quelque chose qui a augmenté et puis quelque chose qui est probablement en train de descendre très fortement. Il y a, si quelqu'un, justement ce que je ne voulais pas apporter, les graphiques comme ça, mais c'est très instinctif, très simple, non? Une courbe, une ligne qui monte, puis commence à plafonner, et puis descend. Une cloche, une gaussienne, je crois qu'on dit en économie. Quel rapport a tout ça avec le monde dans lequel nous vivons? Nous vivons dans un monde où la communication est, permettez-moi la simplification, moins et moins humaine entre personnes, entre sujets, entre prochains. Petite parenthèse de laquelle je parlais aujourd'hui avec M. Venot, je fais un petit livre il y a une quinzaine d'années qui s'appelle La mort du prochain et qui m'a porté en contact évidemment soit avec des théologiens chrétiens et catholiques, soit avec des biblistes. Non, parce que le concept de prochain est le même en grec et en hébreu. Et voilà, nous perdons ça, nous sommes tous digitalisés, mais voilà, sans faire l'habituelle chose larmoyante sur l'excès d'Internet. Mais je vous rappelle, certainement vous le savez, surtout les gens plus jeunes, qu'aux années 70, la dernière décennie du siècle passé, avec les premières études sur les effets de Internet, on a commencé à étudier, vous faites comme ça dans l'ordinateur, vous trouvez le Internet paradoxe. Non? On a commencé à étudier, il y a la première publication sur le paradoxe d'Internet. C'est quoi? Probablement, on le sait, mais c'est très simple de toute façon. L'Internet paradoxe, c'est que d'abord, les premières années, je ne sais pas, 92, 13 ou quelque chose comme ça, je voyais moi-même, par exemple, je ne devais plus prendre, je suis assez curieux, je tâche de lire, un avion pour aller, je ne sais pas, à la bibliothèque centrale de Londres ou de Berlin ou de Paris pour lire quelques textes, parce qu'on commençait déjà à avoir sur Internet les catalogues principaux de principales bibliothèques. Ça, c'est vraiment le progrès. Non, mais ça, c'est. On épargne des temps morts et on va directement là. Mais assez rapidement, le progrès de Internet est tellement rapide, le contenu qui arrive au sujet moyen sur Internet, ont une telle croissance, à cause de cela le paradoxe, que la compétence, la connaissance ne peut plus augmenter à l'infini, rien ne continue à l'infini, exactement comme notre vie, comme notre corps,
Mais ce qui augmente, c'est la confusion. Je dis quelque chose de banal, mais de véritable. Ça, c'est le paradoxe de Internet. Alors, la cloche fait comme ça. De quelque façon, c'est intéressant de voir que la cloche de la sexualité fait quelque chose comme ça. Il y a une saturation et ensuite une décadence, une confusion, parce que ce qui était la nouveauté, le côté intéressant, n'est plus intéressant. Et même, c'est quoi? Ça nous donne quoi? La nausée. Et alors, si nous parlons du désir et encore des instincts primaires, quoi, disons quelque chose de totalement banal, si nous aimons une barre de chocolat, je mange une barre de chocolat et j'ai eu une satisfaction. À la deuxième, si je suis greedy, non, deuxième, je prends la deuxième avec un espoir très naïf. On appelle ça, j'avais connu Baudrillard, la société de consommation. Je mange la deuxième et ma satisfaction, oui, elle n'est pas comme la... Et puis, ça devient immédiatement une sorte d'addiction. La troisième, et avant la 10e, j'ai de la nausée. C'est une loi humaine assez... et pourquoi pas... pourquoi devrait-elle concerner seulement l'appétit et pas les autres instincts? Voilà. Alors là, le Internet paradoxe et la nausée. Et alors, pour voir, comme je tâche un peu instinctivement comme analyste jungien qui cherche les archétypes, non? Ce qui est une variation et ce qui a la tendance, au contraire, à se représenter d'une façon permanente dans la dynamique humaine. J'ai fait un peu de généalogie, comme la généalogie du père. Évidemment, là, je me suis limité, pour clarté, au siècle passé. J'ai commencé, c'est presque inévitable, avec Freud, avec le scientisme séculaire de la Vienne, ou aussi Paris, début de 1900. Et là, on commence avec la diffusion des idées de la psychanalyse qui regarde la sexualité pas seulement comme tabou, parce que le coutume traditionnel et la plupart des religions ont toujours la tendance à avoir des opinions sur la sexualité. Donc, c'est difficile de débattre et Freud est le premier à dire c'est aussi une question médicale très complexe, il faut la débattre comme ça. Le fait qu'elle soit débattue scientifiquement a un énorme succès. Freud, comme Jung aussi, traite un numéro extrêmement réduit de patients, mais l'influence culturelle de la psychanalyse est énorme. Parfois, j'ai même écrit comme ça, le siècle XXe, on l'a même appelé, on peut l'appeler le siècle de la psychanalyse, parce que ça a une influence énorme. Tout devient intérieur, on se demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, la littérature qui compte, c'est Joyce ou Kafka, ceux qui voient le monde intérieur. Et pour ce qui concerne la sexualité, on voit très bien, je le dis là aussi d'une façon très simplifiée, que la première moitié du siècle passé est caractérisée par une augmentation de la sexualité acceptée par des paramètres, disons, guillemets, normaux, prévalents. La
deuxième partie, même par une commercialisation totale, avec laquelle, par exemple, la mode se sexualise et elle vend comme elle est une mode sexualisée. J'ai étudié pour d'autres raisons le cinéma italien que vers le moitié du siècle, comme ça, a un grand essor. Et il a de nouveautés vers les années 50-60, et puis c'est le cinéma un peu, en italien on dit cochon, non? La nouveauté se perd, et c'est seulement la profanisation des liens d'intimité. Et en somme, tout le siècle passé, on peut résumer, observe une augmentation soit de la quantité, on le suppose, on a très peu de statistiques évidemment, mais tout nous fait présumer qu'il y a une augmentation des activités sexuelles. Par exemple, la chute dans un pays comme l'Italie du tabou de l'Église catholique, il faut faire l'amour pour avoir des enfants, et comme ça, de quelque façon, empêcher aux femmes d'avoir une sexualité après la ménopause, non? Comme la vie se prolonge, et même la bonne santé, voilà, alors on est en train de déprimer la moitié de l'humanité de la sexualité, alors que ce que fait le mari, l'homme, non, parce que là, c'est une grande confusion, on accepte tout ça. Il y a quand même de grandes révolutions de coutumes qu'on présume qui n'ont pas été transformées en chiffres, mais c'est très évident. La quantité augmente. Dans la deuxième moitié, c'est très évident qu'il y a aussi pas seulement la quantité, mais aussi la typologie des activités sexuelles acceptées, guillemets, normalement, augmente. Les DSM, pratiquement, c'est la Bible de la psychiatrie américaine qui est devenue un peu le standard des pathologies psychiques dans le monde. Le DSM, pas par hasard, dans les années 70, au début des années 70, je crois 72 ou 73, efface pour la première fois l'homosexualité des maladies, dérangements psychiques. Donc, ça devient normalisé. Alors, on voit beaucoup de différences. À la fin du siècle, on peut déjà observer, moi je l'ai observé plus récemment, tout simplement pour faire ce livre, mais ce qui est intéressant est qu'il s'agit de statistiques. Vous m'entendez bien? Oui, si vous m'entendez, c'est quelque chose. Si vous comprenez mon français, c'est autre chose. J'espère que vous m'entendez. Oui. J'ai une, comment est-ce qu'on dit, une otitis, et ça donne un conflit. Merci. Vers la fin du siècle, les statistiques anglaises, c'est la Grande-Bretagne qui a une grande quantité et qualité de statistiques dans le NATSAL, National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, NATSAL. Et vous cliquez dans l'ordinateur NATSAL et vous voyez immédiatement tout ça. C'est des résultats d'enquêtes qui, en Grande-Bretagne, ont commencé déjà, je crois, dans la décennie 70-80, avec le NATSAL 1. Maintenant, on est au NATSAL 4. Chaque 15 ans, 20 ans, on en refait un.
et ils sont patrocinés par le ministère de l'Instruction, de l'Université de la Recherche Scientifique et de la Santé anglaise, qui sont, rien n'est parfait au monde, mais quand même ne sont pas manipulés, disons, comme dans d'autres pays. Et il nous montre que la sexualité des Britanniques est en train de plafonner vers la fin du siècle. Et puis ensuite, dans les 2 premières décennies du nouveau siècle, le premier, il y a une baisse, le deuxième, il y a une baisse plus forte. Maintenant, on est à moitié de la 3e décennie et toutes les données simplement confirment tout ça. Je me suis trouvé parfois, on fait justement par Internet ou des groupes, des analystes de notre société internationale, des discussions, analystes politically or socially active, on parle, c'est quand même une association où tout est en anglais et la prévalence culturelle aussi, bien qu'on a d'origine jungienne, c'est-à-dire en Suisse, mais pratiquement c'est britannique et nord-américain. Et on parle de ça, et j'ai tâché de parler de ça, j'ai tâché de parler de ce problème avec mes collègues, surtout de Londres, de New York. Et il y avait une, je crois en français, c'est négation, ce que Freud appelait la Verneinung, non? La négation d'une réalité jusqu'à quand il est possible qu'on se forme une opinion négative, parce que ça ne correspond pas aux conventions. Alors, si je peux employer un terme qu'aujourd'hui on emploie beaucoup, même trop peut-être, il y a quelque chose là de ce milieu un peu woke, un peu intellectuel, international et comme ça, ou radical chic, c'est une version italienne comme ça, qui ont la tendance à pas voir les choses qui n'appartiennent pas à leur ambiance. C'est-à-dire ce groupe d'intellectuels comme ça, c'est quand même le 1%, une élite, 1% de notre population occidentale, si je peux le dire. Mais c'est comme ça, et pas nécessairement le 1% du haut économiquement, mais certainement culturellement, je ne sais pas, le professeur d'Oxford, des choses comme ça. Mais ils ne connaissent pas nécessairement la vie de la plupart des gens et ils projettent les coutumes sexuelles sur les autres. Par exemple, on emploie beaucoup le terme polyamorie. En français aussi, je crois. Non, non, c'est pas polyamorie. Polyamorie, c'est grec, polyamour. Polyamour. C'est-à-dire, on vit dans une culture dans laquelle, dès le début, pas seulement lorsque un couple de fiancés ou homme-femme ne marche pas, mais en général, dès le début, on assume comme présupposé que l'être humain sécularisé d'aujourd'hui n'est pas fait pour vivre d'une façon monogamique. Et alors, toutes les liaisons de couple, soit temporaires, soit mariage, donnent comme acquis que on est dans une société laïque, séculaire et polyamoreuse. C'est-à-dire, si j'ai quelques fleurs, et pas seulement fleurs, et comme ça, mon partenaire ne doit pas
trop protester parce qu'il ou elle a la même autorisation. C'est l'inversion du principe. Non? Le principe est déjà né avec la monogamie que bon, ça ne marche pas parfois. Avec la société postmoderne, c'est toujours plus fréquent le fait que ça ne marche pas. Mais la règle, là, est inversée. On donne comme règle que même lorsqu'on forme un couple, on a une liberté, peut-être relative, sans donner beaucoup de scandales, mais quand même. Et non, c'est pas comme ça. Ça, c'est le 1%. Ça, c'est les universités de Londres, de New York. Ça, je suis convaincu, mes collègues. Et il faut leur dire, voilà, les statistiques disent quelque chose de différent, bien que la plupart des statistiques soient précisément anglaises et en anglais, ou même des statistiques des États-Unis, ils ne connaissent pas. Et au fond, comme je disais, le livre a été traduit en plusieurs langues, pas encore en anglais. C'est quand même intéressant, ce petit détail. Alors là, je ne vais pas faire mêler d'autres choses, des critiques culturelles, mais quand même, il y a des tendances dans cette post-modernité. Par exemple, une institution américaine, aux États-Unis, on commence à avoir des statistiques comme celles britanniques, et en France aussi, en Allemagne aussi, copiées sur celles britanniques, les résultats sont absolument les mêmes, ou même un peu plus forts, comme on vient de commencer, on voit immédiatement la diminution de la... Je dois à mon très bon traducteur le fait qu'il a, comme le livre, il a mis une statistique française de 20 fois, qui dit on commence seulement récemment à faire des études en France aussi, mais oui, voilà. Mais les premières statistiques nous disent que plus d'un quart des jeunes initiés sexuellement admettent, les 28%, plus d'un quart, admettent de ne pas avoir eu des rapports dans les dernières années. Et ça, c'est 5 fois plus. Il y a eu une augmentation de 500% en plus d'abstinence chez les jeunes gens dans une quinzaine d'années. C'est quand même assez fort. Et le problème, c'est justement, c'est une abstinence, c'est pas qu'on redécouvre la monogamie, c'est qu'on a d'autres problèmes. Le centre, comme j'étais en train de dire, le centre américain Center for Disease Control ne donne pas des statistiques comme ça, laïques, qui personne ne regarde. Parce que, si je peux, j'ai employé cette expression, faire l'amour ne fait pas de l'économie, ne fait pas du produit brut. Non, la politique parle du produit brut. Et ça ne se voit pas directement dans le produit brut. On se voit seulement lorsqu'on n'a pas la prochaine génération. Mais alors c'est un peu trop tard, non, de ce point de vue-là. Et je disais, le centre américain a, pour les jeunes gens qui ouvrent leur site et regardent leur page web, tout simplement de couleurs. Changement positif, vert, changement, on ne comprend pas encore, jaune, c'est le feu rouge, non? Ou rouge, ça ne va pas. Et il donne un feu vert au fait qu'aux États-Unis, les grossesses des jeunes filles
de minorités raciales et économiques qui était quelque chose de terrible, non, dans la population afro-américaine. C'est tombé. Ça n'arrive presque plus. Le problème est, y a-t-il eu une évolution chez les jeunes gens? Ces jeunes gens? Non. Il y a eu aussi une diminution d'accidents de rue. Les jeunes gens, jeunes hommes et jeunes femmes, restent à la maison avec le crainte d'avoir de la pornographie. C'est ça la substitution, non une sexualité plus moderne, quand même assez dramatique et c'est ouvert à la discussion. C'est un territoire inconnu. La pornographie, si je peux résumer dans une formule quelque chose de très complexe, était jadis un secteur toléré, comme il n'était pas énorme, surtout pour les jeunes gens de sexe masculin timides, non? Pour avoir commencé à avoir une idée que c'est la sexualité. Alors, la pornographie, cette pornographie, tout simplement, imitait la sexualité. Maintenant, c'est, laissez-moi exagérer une autre fois, mais c'est souvent la catastrophe, parce que c'est la sexualité réelle qui imite la pornographie. Comme la pornographie est accessible 24 heures sur 24, avec pas des millions, mais des milliards d'images. Et moi, je tâche toujours d'avoir des patients, par exemple, 80 ans, 70, c'est comme ça, mais aussi des 20 ans pour reconnaître, non, parce que des fils, et ils me disent surtout, docteur, si quelqu'un vous dit qu'il n'a jamais regardé de la pornographie, ne le croyez pas. Parce que, surtout chez les garçons, 99% le fait. Et chez les filles, ça c'est une nouveauté, une majorité. On ne sait pas, on a dit, mais 70% ou quelque chose comme ça. Plus que la moitié, certainement. Et de toute façon, la sexualité qu'on voit dans la pornographie est, s'il y a aujourd'hui, on dit le fake, le faux. S'il y a un faux, c'est la sexualité qu'on voit dans la pornographie. C'est totalement faux, si vous me permettez, comme nous sommes chez des adultes. Non? Là, les hommes ont des érections à commande et 24 heures sur 24. Oui, c'est comme ça, non? C'est des King Kong comme ça, des êtres absolument irréels. Oui, et alors si le jeune type, peut-être très timide, encore de 15, 16 ans, ses désirs sexuels, il le regarde pour se faire une idée, il reste totalement choqué. Et s'il tâche de le faire, ça devient une catastrophe. C'est une catastrophe totale. J'exagère un peu, mais c'est très, très, très fréquent avec la pornographie. L'autre fait est naturellement la théorique liberté. Il y a beaucoup de gens, c'est typique, là surtout dans les écoles, maintenant je vais à Milan et à Rome, dans les écoles des grandes villes, des villes riches, les jeunes gens disent « je n'ai pas encore une vie sexuelle » parce que il y a la fluidité. Non, vous connaissez l'expression « il y a la fluidité des gens ». Qu'est-ce que c'est la fluidité? Je veux savoir si je suis hétérosexuel ou homosexuel. Je veux le savoir comme ça théorique. Oui, je veux le savoir. Et puis, moi, j'appelais même je l'appelais le paradoxe de Buridan. Vous connaissez Buridan de la philosophie française médiévale, non? L'âne avec, comme ça. Il mourait de faim parce que
savaient plus décider lorsqu'ils avaient deux tas de points au lieu qu'un. Et maintenant, il y a une hyperbourrida parce que les jeunes gens disent je ne sais pas si je suis hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, asexuel, c'est un menu qui continue à augmenter, comme dans les restaurants où là, mauvaise cuisine, comme ça. Et alors, on continue avec tout ça. Encore 5 minutes, oui. Et ça est en train de... les deux choses. Alors, la confusion dérivée de la pornographie, le besoin de liberté, ça je l'ai trouvé très évident en Italie, qui quand même est passé assez rapidement après le fascisme, après la guerre, d'une rigidité, un pouvoir prévalemment négatif de l'Église avec des tabous et des tabous et tabous, à une ouverture. Les parents qui veulent plaire à leur enfant, et par exemple, je crois que ça arrive partout. De toute façon, ce qu'on dit depuis une génération, c'est que jadis, lorsqu'on avait un fils qui à l'école se portait pas bien, les parents, possiblement le père, devait aller voir le professeur et le professeur levait le doigt en regardant l'enfant ou le jeune homme. Non? Maintenant, c'est la même chose qui se passe, mais le père lève le doigt, pas en regardant son enfant, en regardant le professeur et en disant toi, tu ne dois pas répéter tout le temps ces critiques à mon enfant. Les fils, c'est une prothèse, si je peux employer un terme psychanalytique, du narcissisme des parents, non, de leur désir de succès, d'avoir quelque chose comme ça. Si leur enfant n'est pas un dieu, quelque chose ne marche pas. C'est vraiment partie de cette dégénération. Alors moi, je l'ai eu, par exemple, récemment, une fois, un cas dans lequel je me suis senti pas honnête avec la patiente. La patiente était venue me voir parce que son fils adolescent s'était tué dans un de ces, je crois, Erasmus ou quelque chose comme ça. Il était 19 ans peut-être. Il avait été hors d'Italie et là, déjà, en Italie, en sa famille, là encore plus, il était dans d'autres jeunes gens qui faisaient la vie sexuelle très libre et il était encore très dépendant de sa mère, qui venait d'un petit pays du sud d'Italie très pauvre, très catholique, de choses comme ça, et elle avait fait un bond. Elle voulait compenser et elle lui disait toujours « Ah, tu es en retard » lorsqu'elle était encore en Italie à la maison. Et puis là, il se téléphonait chaque soir « Non, si tu as une fête, une partie ou quelque chose comme ça, reste là. Si tu as besoin d'un taxi, je t'envoie maintenant avec même l'argent pour le faire. » Et lui, il était persécuté par ce standard de gens de 18 ou 19 ans qui devaient coucher avec une nouvelle fille chaque fois. Et il a même laissé quelque chose écrit. Il ne pouvait plus supporter la tension, non, de ces standards apparaître. Et voilà, il y a continuellement des choses comme ça, et puis
il y a, je ne sais pas si on veut rentrer dans ça aussi, et il y a aussi, disons, les garçons suivent des exemples comme ça, les filles un peu plus souvent, un peu moins souvent la pornographie, un peu plus souvent elles sont à la merci des influenceurs, qui est presque quelque chose de semblable parce que c'est toujours quelque chose d'irréel. Des gens très beaux, très riches qui disent, voilà, soyez comme moi. Là aussi, c'est pas directement, disons, la prestation sexuelle, mais tout l'apparat de la séduction et comme ça, qui ne marche pas. Et aujourd'hui, il y a aussi naturellement le problème de, disons, le problème. L'homosexualité acceptée a augmenté. Mais il y a des situations nouvelles qui sont plus fragiles. Au fond, l'homosexuel, c'est quand même dans une situation plus fragile de la personne hétérosexuelle dans toute société, même dans notre Occident qui accepte tout. Mais la transition sexuelle est encore plus compliquée. Parce qu'il y a une oscillation énorme et des tendances chez les filles à se couper, à se endommager, et possibilité de suicide, de dépression qui monte aux cieux. Et qu'est-ce qu'on va faire là? Là, je ne sais pas si ça vaut la peine de discuter ça parce que c'est extrêmement complexe. On ne parvient pas à distinguer qu'est-ce que c'est que l'influence, les modèles culturels et le fait qu'on absorbe le modèle culturel avec une rapidité extrême. Et qu'est-ce que c'est au contraire que des influences aussi chimiques, comme on est en train, dans notre alimentation, de prendre, je ne sais pas, moi je mange beaucoup de poissons, mais avec le poisson, je mange la plastique, non, parce qu'il y a beaucoup de plastique. Si, en général, le plastique influence aussi à mon âge, ça ne fait pas tellement de différence, mais la croissance hormonale, non, on dit par exemple, pour une femme en grossesse, alors, c'est des problèmes absolument énormes. Ce qui est le fait est que l'activité sexuelle est en cloche et vous pouvez faire une sovrapposition de cette cloche avec l'autre cloche, l'autre coupole, celle du Flynn effect. Je ne sais pas combien de gens connaissent le Flynn effect. Flynn était un professeur qui a étudié le quotient d'intelligence, on dit, quotient d'électroquotient. Dans le siècle passé. Le Flynn effect était tout simplement le fait qu'il n'était pas exactement 100. Chaque décennie, il augmentait en moyenne dans les pays qui le mesuraient. Parce qu'il paraît, par exemple, après 1945, tous les principaux pays de l'Est ont dépensé beaucoup plus dans l'éducation. Et ça faisait augmenter. Et ça a continué à augmenter. Non, on devait changer la moyenne, qui n'était pas 100, mais était devenue 110. Jusqu'à la fin, aux années 1990, ça aussi, la courbe commence à devenir plate, rejoint un plafond. Dans les premières décennies, il y a le reverse Flynn effect. Vous pouvez là aussi, dans une seconde, Flynn, F-L-Y-W-N, c'est en train de diminuer.
et c'est une extraordinaire sobreposition à la diminution de l'intelligence. Et pas par hasard, la diminution de l'intelligence est quand même une diminution de capacité imaginale. La sexualité était quand même le monde imaginal, la fantaisie. Sans rentrer ici, qu'est-ce qu'on peut réaliser ou pas réaliser? Non, mais évidemment, c'est la qualité humaine, c'est pas seulement l'instinct et les hormones masculines ou féminines, c'est aussi la imagination. Et lorsque l'imagination n'est plus contrôlée par l'individu, parce que les images intérieures sont en train d'être substituées par là, ça, je le vois aussi dans la psychanalyse, on se fait raconter les rêves, et les gens ont plus de difficultés parce qu'ils font confusion entre les images intérieures et les images à milliers qui voient ici. Et voilà, je crois que je m'arrête. J'ai tâché de jeter un peu de matériel et je vous remercie. Alors, tout d'abord, l'effort que Luigi Soja d'exposer en français, je ne sais pas votre langue maternelle, donc absolument. C'est un grand effort. Et alors, lorsque je vous écoute et lorsque je vous lis, donc j'explique encore un petit peu, il y a vers 1150, vous avez sûrement tous et toutes entendu parler de Maïmonide. Oui. Et Maïmonide, dans certaines de ses œuvres, pas dans toutes ses œuvres, travaille beaucoup sur la base des livres d'Aristote. Ce qui était, à son époque, c'était la base de la culture dans l'Espagne musulmane de l'époque. Et alors souvent on se demande qu'est-ce que Maïmonide a à voir avec Aristote, ces deux univers complètement différents, qu'est-ce que ça a à voir? Et alors en faisant votre connaissance, en vous écoutant, en lisant vos livres, ça m'a permis de comprendre un peu. C'est-à-dire que votre travail très précis et vous essayez d'être honnête, et aussi impliqué existentiellement est un matériau de réflexion, même si finalement c'est assez pessimiste ce que vous dites. Mais comment dire, il y a un matériau de travail. J'aimerais prendre quelques points qui sont sortis de la lecture de votre livre. Un point, tout d'abord, c'est que vous dites qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. À un moment dans votre livre, vous dites que, si on peut s'exprimer ainsi, même si je suis rabbin, enfin rab, on va dire des choses comme ça, pour faire la cour, il faut du temps. Il faut du temps, il faut se connaître, il faut prendre du temps. Il faut aussi avoir du feeling, il faut se comprendre. Donc il y a deux éléments ici qui sont mis à mal. C'est que ça prend du temps, on n'a pas de temps. Si je clique, vous mettez dans le livre les références des sites de rencontres. Je n'ai pas retenu, excusez-moi. Je n'ai pas retenu, mais vous mettez les références, si vous voulez, les références des sites de rencontres, le modèle de livre qui est vendu, là, juste, et M. Zoya dédicace là, mais vous aurez les références des sites de rencontres. Les sites de rencontres, vous mettez qu'un jeune occidental passe 1h30 environ à regarder, voilà, est-ce que c'est un profil qui me va, c'est un profil qui ne me va pas, il y a des photos, machin. Et en vérité, une fois qu'on a matché avec la personne, disons, ils vont se rencontrer,
Et puisque l'algorithme a montré qu'ils sont plus ou moins correspondants, après, ils vont passer tout de suite, disons, aux choses sérieuses ou pas sérieuses. Sérieux ou pas sérieux. Or, ils ont toute la démarche de se connaître, de se faire la cour, de séduction, que sais-je. On appelle ça comme on veut. Ça prend du temps. D'autre part, moi je rajouterais, vous ne mettez pas dans le livre, que un homme et une femme ont beaucoup de difficultés à se comprendre. C'est très très difficile à se comprendre. Et une machine, prenons par exemple aujourd'hui ChatGPT, en un éclair de seconde, la machine me comprend. Donc je vais me fatiguer à rencontrer quelqu'un que je ne vais pas comprendre. Et quand en vérité avec la machine, elle me comprend tout de suite. Donc c'est foutu, quoi. Donc ici, il y a un facteur temps et efficacité. Dans notre tradition, on dit que la société occidentale, c'est la société dite d'Ésaü, dont comment dire, le slogan d'Ésaü, c'est l'efficacité. Or, une relation humaine, il n'y a rien de moins efficace qu'une relation humaine. C'est gratuit. C'est gratuit. Et vous dites très bien que la sexualité est devenue un argument économique. Or, ici, on ne parle pas de sexualité, on parle de relation entre deux personnes. Or, on tisse une relation entre deux personnes si cette relation n'est pas intéressée. Elle est gratuite. Donc, c'est comment dire, mal parti. Alors, moi, ça m'a suggéré un passage du Talmud dans le traité Sanhedrin et Hamoud Aleph, 75a, et ça va toucher une problématique que vous dites dans le livre. Le passage dit comme ça. Alors, j'aime aussi dire un point, c'est que le désir, qui est le sujet ce soir, en réalité, c'est la vie, c'est le vivant. Dans la tradition juive, le désir est quelque chose, le désir homme-femme, est quelque chose de fondamental et très, très kadosh, très sain, S-A-I-N, je dirais, très sain sur le fond. La preuve que c'est fondamental et positif, c'est que la vie vient de là. Voilà. Alors, le passage dans le Talmud, il y a la chose suivante, que depuis que le temple de Jérusalem est détruit, le goût de la relation sexuelle a été pris des gens, a été donné aux transgresseurs. C'est-à-dire que il y a un grand commentateur du XIe siècle qui était en France, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, qui était à Troyes. Il explique que depuis que le temple est détruit, le temple de Jérusalem est détruit, on a tellement de soucis que l'homme n'a plus de désir. Donc là, en vérité, c'est intéressant, c'est que fin XIe siècle, il disait qu'il n'y avait plus de désir. Hein? Donc c'est pas Internet. Il n'y a plus de désir. Et ce désir, depuis que le temple est détruit, il y a trop de soucis. Donc quand on a du souci, on n'est pas disponible. Et le désir, on ne prend pas le temps qu'il vienne. Donc, où est-ce qu'il va être ce désir? Eh bien, la transgression, par exemple l'adultère, va exacerber le désir, puisque c'est comment dire, c'est pas possible. Donc ça donne un challenge. Et l'interdit, vous le dites très très bien dans le livre, les interdits, dans toutes les sociétés classiques, les interdits finalement
sont là pour donner la possibilité qu'un désir puisse émerger. Moi, je dis souvent à mes élèves que Roméo et Juliette ont eu la chance de mourir jeunes. Parce que s'ils s'étaient mariés, Pas de Shakespeare, pas de Shakespeare. s'ils s'étaient mariés, ça aurait été plus compliqué. Mais justement, c'est ce que le Talmud dit, que l'interdit donne la possibilité du désir. Mais vous le dites très bien dans le livre, c'est que maintenant que ces interdits sont devenus des normalités, donc le désir n'existe plus. Il n'y a plus de désir. Puisque ce qui, quelque part, de manière perverse, mais donnait la possibilité d'un désir, c'était la possibilité d'un désir, d'un interdit. Mais maintenant, il n'y a plus d'interdit. L'adultère n'est plus un, comment dire, des juristes. Un délit. L'homosexualité est une norme. Donc il n'y a plus de désir. Alors qu'est-ce que ça a à voir le temple de Jérusalem? Qu'est-ce qu'il a à voir le temple de Jérusalem avec ça? Rachi explique que depuis qu'il n'y a plus le temple, on n'est plus tranquille, on est dans le souci. Donc ça veut dire que le temple représente, je dirais, la confiance. On a confiance dans l'existence. Nos commentaires classiques disent qu'un couple ne peut tenir que par le fait que le mari et la femme prennent du temps pour discuter ensemble, pour se connaître. Pour se connaître, il faut, même s'ils sont mariés depuis un mois, ou ils sont mariés depuis 10 ans, ou mariés depuis 20 ans, depuis 30 ans, il faut prendre du temps pour se connaître. Sinon, même si c'est la femme de ma vie, c'est l'homme de ma vie, mais à un moment, si on n'a pas le temps pour discuter, on ne se comprend plus. Ce qu'on ne se comprend plus, eh ben, on est sur des planètes différentes. Donc il n'y a plus de désir. Et ça, c'est ça le temple de Jérusalem. C'est la confiance qu'on peut vivre. On est là sur Terre pour vivre et pas pour être des machines. Pas pour être des machines, justement. Donc ça, c'est le premier élément qui est très parlant dans votre livre. C'est que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Il y a deux choses. D'abord, on n'a pas le temps. Donc, il faut que ça aille vite. Tout de suite, on passe tout de suite sous les draps. Ouais, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, donc ça c'est, comment dire, c'est pas du désir, c'est de la bestialité. Et ça c'est un. Et deuxièmement, étant donné que ce qui donnait la possibilité à la société de se structurer, c'est qu'il y ait des interdits. Ces interdits, maintenant, deviennent des normes. Donc, si ça devient des normes, il n'y a plus de désir. Donc, ça, c'est le premier élément. J'aimerais dire un deuxième élément. Alors là, je préviens un peu, c'est que le Talmud est un peu cash. C'est cash. C'est un peu, comment dire, cru. Hein, un peu cru. J'espère que je ne vais pas trop choquer. Mais bon, je ne sais pas que j'aime bien choquer, mais... Bon, voilà. Le Talmud dit la chose suivante. Que celui qui marie sa fille à un ignorant en Torah, c'est comme s'il ficelait sa fille devant un lion. De même manière que le lion, il frappe et mange sa proie avant que la proie ne soit morte. Et tu lui dis, mais c'est horrible ce que tu fais. Je ne sais pas, un lion il fait comme ça. Eh bien, un ignorant en Torah, il frappe sa femme, il va avec elle contre sa volonté, et il dit, bon, c'est normal, je suis un mec. Alors, bon, maintenant, analysons ça de manière scientifique.
le viol conjugal. Ou alors le machisme. Le machisme. Ah, je vais dire, je cherche pas à ce qu'on soit d'accord avec ce que je veux dire, mais j'attends des éléments tels. Oh là là, mais t'es un macho, toi. C'est vrai, un mec, c'est un macho. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, ça veut dire, qu'est-ce que tu veux que je sois? Je ne suis pas macho, mais un mec, c'est un macho. Alors, je vais me déguiser en autre chose que ce que je suis. En vérité, je vois dans ce passage du Talmud que les relations hommes-femmes sont violentes. C'est violent. C'est violent. Or, on est dans une société, je dirais, je ne dis pas que c'est bien, puisque le Talmud dit ne marie pas ta fille à un ignorant. Un ignorant. Parce que l'ignorant, il va dire ouais, je suis comme ça. Ouais, donc ne marie pas ta fille à un ignorant. Mais on voit de là, il y a quand même beaucoup d'ignorants. Ça veut dire, a priori, on est tous des ignorants. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, quelqu'un qui n'est pas un ignorant. Mais ça veut dire qu'à priori, la normalité d'une relation homme-femme est dans un il y en a qui ont beaucoup écrit là-dessus, c'est un genre de champ de bataille. C'est deux êtres, il y a une violence. Or, il y a je dirais, un lavage de cerveau où on est contre toute violence. On est contre toute violence. Il faut que ça soit soft, smooth, guimauve. Mais la vie, c'est violent. Vous parliez de la baisse de la natalité, mais les gosses, c'est violent. Ils te mettent la sauce tomate partout. Ils font pipi par terre. Je vous donne un exemple. Moi, grâce à Dieu, avec mon épouse, on a 11 enfants, pour faire des choses simples. Alors, mon petit dernier, il y a un âge très très difficile dans les enfants quand ils commencent à être propres. Vous voyez ce que je veux dire? Ils commencent à être propres, donc on essaie qu'ils aient plus de couches. Voilà. Mais ça ne marche pas tout le temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, on comprend que dans une société aseptisée, un gosse, ça fait pipi par terre. Non. Mais il faut être propre. Alors, une fois, j'allais à côté d'ici. Il y a des plus belles librairies de Paris à côté d'ici. Et alors, on essayait avec mon épouse que notre bébé essaie d'être propre. Donc, on ne mettait pas tout le temps des couches. Je vais à la librairie. Pendant que je regarde les livres, vous comprenez? Bon, ouais, ça s'est passé. Alors, moi, comme j'ai un caractère un peu douteux, je lui dis, mais excusez-moi, vous avez plein de livres sur l'écologie, là, c'est bio. Je ne vois pas pourquoi vous faites une histoire, c'est bio. Mais bon, tout ça pour dire, cette anecdote. Le maire moqueur. Comment? Le maire le moqueur. Ah, d'accord. On a dans la librairie, on sait tout. Mais tout ça pour dire que le vivant est violent. Le vivant est violent. La sexualité est difficile c'est très très difficile à vivre. C'est difficile à comprendre. Vous avez dit, il y a 20 ans, un peu plus, le début d'Internet. Le début d'Internet, et vous avez dit que 99,99% des hommes regardent des choses pour eux. Moi, je dis en toute simplicité, quand il y a eu le début d'Internet, de manière compulsive, j'ai eu envie d'aller voir des bêtises. La compulsive, jusqu'à ce moment-là, jamais de ma vie, je n'avais fait des choses que je ne voulais pas faire. Et là, de manière compulsive, j'ai eu envie d'aller voir des choses. Avant de trouver des stratégies. Comment gérer ça?
Ça m'a demandé du temps. Mais le vivant est difficile. Je pense que c'est un point. C'est qu'aujourd'hui, on aimerait que les choses soient faciles. Or, une relation homme-femme, c'est d'une complexité. C'est ça votre travail, de psychanalyste. C'est d'une complexité extraordinaire. Le vivant est très complexe. Et ça, le verset dans la Torah, dans la Bible, dit que les idolâtres aimeraient que les choses soient lisses. Que ça soit lisse. C'est ça l'idolâtrie. Que ça soit lisse. Il n'y a pas de problème. C'est lisse. Asher chalak lahem. Ne faites pas le service des étoiles que Dieu a fait glisser pour les idolâtres. Les idolâtres aiment que ça soit lisse, les choses. C'est lisse. Bon, s'il y a quelque chose qui n'est pas lisse, c'est la relation homme-femme où il y a de la violence, il y a des difficultés à gérer et ça demande un approfondissement. C'est pour ça, quelqu'un qui n'est pas dans la connaissance, c'est un appel à approfondir, à connaître, à approfondir. J'aimerais dire encore un autre point que nos maîtres disent, et vous le soulevez, c'est que la société de consommation, d'avoir fait de ce qui est la source du vivant, qui est le désir, qui est la source du vivant, en avoir fait des produits commerciaux avec une exacerbation, avec la révolution sexuelle des années 60-70, et qui a transformé toute la planète, l'invention de la pilule, par l'invention de la pilule à la fin des années 50. Donc là, ça s'est transformé dans un grand champ commercial exacerbé. Nos maîtres disent que la sexualité, si on la rassasie, on est assoiffé. Si on la rassasie, si on donne tout de suite la satisfaction, si on donne la satisfaction, eh bien on est toujours en manque. Mais si par contre on a une certaine retenue, alors la retenue donne la possibilité d'une soif et d'un désir. C'est ça ce que je rapporterai. Bon, les amis, c'est les amis de la en un mot, je dirais, si on dit que je rajoute encore une phrase, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui marie sa fille à un ignorant, c'est comme s'il ficelait sa fille, comme s'il la ficelait devant un lion. Le lion, il se jette sur la gazelle, et la mange vivante. De la même manière, l'ignorant. Le même ignorant, il donne des coups et il va avec sa femme. Quel est le lien avec le lion? Il y a un commentaire de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam était en France, je ne sais pas si vous savez, je vous dis qu'en France, au Haut Moyen-Âge, la France a été un grand berceau de l'étude talmudique au Haut Moyen-Âge. C'est-à-dire 11e, 12e, 13e, jusqu'à l'expulsion des Juifs de France par Philippe le Bel. La France était un grand berceau de l'étude talmudique. Vers 1150, en Champagne, il y avait un petit-fils de Rachi, à Ramrut, un petit village près de Troyes, Rabbeinu Tam, donc vers 1150, il explique en quoi il ressemble au lion, parce que l'ignorant n'attend pas que son épouse soit disponible et qu'elle soit demandeuse. Donc c'est comme, elle n'est pas présente.
Ça, c'est une violence. Elle n'est pas présente. Il doit attendre, justement, qu'elle participe, qu'elle ait elle-même un désir, et qu'elle soit présente dans ce qui est en train de se passer. C'est ça la ressemblance avec le lion. Et donc c'est un appel à la connaissance et à l'approfondissement de ces sujets. Alors aussi, avant les questions, là vous avez les livres de Louis Zoya, que les éditions Imago se feront le plaisir de vendre juste après notre échange. On vous écoute. Vous parlez d'ignorants en Torah, mais dans cette génération où je trouve que les étudiants en yeshiva, en yeshivot, etc., ils vont avoir aussi l'envie de regarder des choses pornographiques parce que tout le monde a Internet de nos jours. Il y a un silence dans ces zones religieuses, chez les religieux en tout cas, qui font que je pense qu'au contraire, ça ne fait qu'aggraver cette addiction via Internet parce qu'il y a un tabou silencieux que personne n'en parle. Et donc, c'est assez complexe d'évoluer dans ça parce que vous dites les étudiants en Torah, mais même les étudiants en Torah de nos jours ne comprennent pas cette chose. Et en parlant, en essayant de faire des shidduchim, lorsque j'essaye d'en parler, c'est vrai que c'est un tabou. Et là, ils ont honte, ils n'arrivent pas à en discuter. Et je trouve que si c'est très complexe, que je pense qu'il devrait y avoir au moins des rabbinim, etc., qui en parlent plus. Parce que après, c'est vrai que ça fait une différence entre l'homme et la femme, où on essaye, nous les femmes, on n'a pas envie de se retrouver avec quelqu'un qui est en addiction de ça. Donc c'est vrai que c'est un complexe. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette génération pour remédier à ça? Parce qu'au final, on a beaucoup parlé, mais je ne vois pas de remède actuellement, de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour changer, nous en tout cas. C'est une très bonne question. Est-ce qu'ils ont accès à Internet, les religieux? Comment? Est-ce qu'ils ont accès à Internet? Regardez, pour acheter son billet de train, il faut Internet. Donc, je ne sais pas, pour payer ses impôts, il faut Internet. Pour payer sa facture, EDF, il faut Internet. Alors, c'est une question très, très importante, ce que vous dites, parce que tous mes élèves me parlent de ça. Quand j'ai découvert Internet et que j'ai été dépassé par les événements, j'essaie de comprendre. Une étude avec des étudiants, parce que ici, ça fait des choses étudiantes, donc principalement, c'est avec des étudiants. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'avais posé la question à mes élèves, comment vous faites avec Internet? Alors, dites-moi. Alors, tous, ils ont dit, ouais, bon, je sais pas. Et il y en a un qui maintenant est un grand ponte dans une université d'économie, un grand économiste maintenant. Il dit, oh non, c'est technique, Internet. Alors j'étais très choqué. J'ai rapporté ça à mon épouse. Et maintenant, il ne fera pas un bon talmudiste. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les textes ésotériques de la Torah, le Zohar, vous avez entendu parler du Zohar? Oui. Le Zohar, il dit que les pulsions et les désirs n'ont été créés que pour l'étude du Talmud. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'étude du Talmud procède comme quelque chose d'érotique. J'explique. Non. Bon, d'abord, c'est
même pas en hébreu, c'est en araméen. À part ça, même si quelqu'un comprend l'araméen et l'hébreu, il n'y comprend rien. Donc c'est très bien. Alors pourquoi c'est bien? C'est que ça fonctionne que parce que tu as envie de comprendre. Si tu n'as pas envie de comprendre, tu fermes le livre. Comme une femme. Qui c'est qui a dit ça? C'est pareil. C'est-à-dire, moi, la première fois que j'entendais un cours de Talmud, j'étais ébloui, parce que pour la première fois, je ne comprenais pas quelque chose. En général, on comprend. Mais là, je n'ai pas compris. C'est un peu comme Lacan. C'est comme Lacan. Quelqu'un, il allait à un truc de Lacan, il sortait. Alors, c'était formidable. Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Et c'est un peu la même chose. Ça veut dire, le Talmud, ça fonctionne, t'as envie ou t'as pas envie. Ensuite, tu vas voir ça, ensuite tu vas avoir un autre commentaire, et ça fonctionne en vérité comme Internet. Internet, tu vas voir la météo. Après, tu vas voir autre chose. Après, tu vas voir autre chose. Et après, tu vas voir un truc pour nous. Alors, mais au début, je suis allé voir que la météo. Ça fonctionne comme une page de Talmud. Alors, le truc, c'est que, comme c'est quelque chose de très général, et comme on l'a dit, Luigi l'a dit, moi j'ai essayé de le dire, on est tous confrontés à ça, et l'innovation que rapporte Luigi Soja, c'est que les femmes aussi sont confrontées à ça aujourd'hui, ce qui est moins, mais moi je ne sais pas, je n'ai pas fait de statistiques, mais les statistiques ont rapporté que oui, les femmes vont regarder des choses pornographiques. Maintenant, donc c'est un phénomène de société, c'est pour ça que nous avons pris la responsabilité ce soir de parler de ce sujet, de la sexualité aujourd'hui, parce que c'est un phénomène de société important. Maintenant, faire une campagne contre ça, en général, ceux qui font des campagnes, c'est qu'ils sont obsédés par ça. Et ça, je trouve ça très malsain. Oui, contre la pornographie. Pourquoi tu parles tellement de la pornographie? Il y a d'autres problèmes dans la vie, d'autres sujets. Pourquoi? Donc, il me semble que, et avec certains élèves qui me font la gentillesse de s'ouvrir à moi, je pense qu'il faut trouver plutôt des stratégies individuelles plutôt que collectives à ça. Individuellement, si effectivement on se rend compte que c'est une addiction, on se rend compte qu'il y a quelque chose de tout à fait mensonger dedans, puisque ça n'a rien à voir avec la vie, avec les humains, avec les besoins humains. Alors, ce décalage-là, il faut se dire, comment je vais faire pour surmonter cette problématique? Et je pense que chacun et chacune doit trouver un chemin personnel. Il n'y a pas une solution pour tout le monde. On doit individuellement trouver un chemin. Avant de mon cœur. Tout à l'heure, M. Zoya disait que la pornographie était irréelle. Et est-ce que ce ne serait pas ça justement le problème? Est-ce que vous ne croyez pas que notre société donne trop d'importance à l'image et donc à l'illusion, à l'apparence, à la virtualité, au détriment de la réalité physique, charnelle? Donc, s'il y a effectivement un déclin du désir, est-ce que ce n'est pas parce que pour que le désir s'exprime, évolue, il faut qu'il se développe en présence d'un être humain? L'être humain, c'est une image.
c'est quelqu'un qui a un relief, une consistance, une odeur, une chaleur, une voix, et que donc la difficulté vient de là, c'est-à-dire un éloignement de la réalité au profit de la fiction. Oui, oui, 1000%, oui, c'est ça comme ça. C'est ce que je disais, même le rapport avec les rêves devient plus difficile parce que les images sont toujours des images extérieures. Le monde est toujours le monde extérieur. On se pose toujours moins de questions sur notre propre intériorité. Et cela rend commune la réflexion séculaire à celle religieuse. Absolument oui. Et c'est très difficile de revenir, évidemment. Mais jadis, évidemment, c'est des souvenirs ou des souvenirs ensuite de discussion avec les patients. Qu'est-ce que c'était que le rapport entre hommes et femmes, c'était s'approcher, jusqu'à quel point s'approcher, mais avec toutes les choses, inclus les choses désagréables que même un corps qui suscite notre attraction peut avoir. C'était absolument très... 100% oui, mais on ne peut pas redevenir. On peut tâcher de le choisir, je crois, individuellement, mais il y a le risque là que ça devienne, comme par exemple dans certaines sectes évangéliques américaines, quelque chose de dogmatique. C'est pas facile d'y revenir en dialoguant avec sa propre complexité. Excusez-moi, j'ai quand même une question parce que je viens d'un monde assez laïque, juif, assez laïque, et je comprends pas très bien, quand on parle de pornographie, d'irréel, des spectacles, parce que je parle beaucoup avec des jeunes, des adolescents ou des adultes qui ont totalement intégré le fait que la pornographie, le fait que surtout la pornographie, quelque chose est un spectacle complètement irréel, qui finalement a subi certains désirs mais complètement limités, et que eux, au contraire, ils voient ça comme un intermédiaire, mais qu'ils iront au-delà de qui vont avoir une relation. Ils sont plutôt dans une problématique de réalisation de soi, en considérant aujourd'hui que la relation n'est pas une relation soutenue avec une femme, une monogamie est un réel défi, que finalement la rencontre avec un homme et une femme, c'est quelque chose qui va être impossible. Ils voient autour d'eux des couples, des parents qui sont complètement dysfonctionnels, déficients. Et c'est là réellement le déclin. C'est pas le déclin de notre désir sexuel, c'est le déclin d'avoir une perspective d'avenir avec quelqu'un. D'avoir une perspective d'avenir avec quelqu'un sur un long terme. Et on accuse beaucoup les hommes qui sont très de la pornographie, mais on ne voit pas aussi la problématique chez la femme qui aussi par peur, je ne sais pas, par aussi réalisation de soi, parce que une femme travaille, gagne en autonomie, revendique. Mais des barrières qui paraissent impossibles. Et j'arrive pas. Ce que j'aimerais, c'est que derrière ce jeu de oui, je ne sais pas si je suis homosexuel, finalement, c'est des petites questions de savoir oui, si je vais. Finalement, je regarde la pornographie, je vais avoir une femme tous les soirs. Il y a plus un défi de réellement rencontrer quelqu'un et de réellement réécrire un couple, que ce soit chez les juifs ou non juifs, pour un avenir. C'est ça vraiment à mon sens, hein, je n'ai pas eu le livre, la problématique profonde du déclin de ce que peut être le désir, je ne sais pas s'il y a des désirs, mais le désir d'être ensemble. Et je crois que la pornographie, moi j'ai connu Internet, j'ai connu le désir féminin avant Internet, avant la pornographie, c'était exactement la même chose. La pornographie est un spectacle qui, à un moment, a une limite, et je pense que tout le monde en a conscience. Mais carrément, le défi aujourd'hui, je pense qu'il y a une faute des parents, une faute je ne parle pas des rats, mais la faute de la communication, de la transmission entre les parents en disant tu dois être un homme, tu dois être une femme, tu es un homme et tu es une femme, et tu dois essayer de tenter de t'engager avec quelqu'un. Et là, il y a une véritable déficience dans la communication, plus que dans la permissivité, etc. etc. Voilà. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu dis, Arnaud ?
et que chacun est dans son plan de réalisation. Or, si on rencontre quelqu'un, c'est qu'on a un manque et qu'on n'est pas plein. Ça veut dire on est dans la tradition juive, on dit que l'homme a perdu sa côte, la fameuse côte. Ok. Maintenant, ça veut dire, le Talmud dit que la femme est la partie que l'homme a perdue, donc il doit retrouver. Mais encore faut-il se percevoir qu'il y a une partie de moi que je n'ai pas, et que je vais chercher, que je vais à la rencontre de cette partie. Mais si on est chacun dans je suis complet, et toi t'es complet, ça peut fonctionner 2 mois, je dirais, ou 2 ans, comme dit le prophète des temps modernes, que l'amour dure 2 ans, dure 3 ans, 3 ans en fait. Ouais. Ça, c'est le progrès. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire, je trouve ça vraiment prophétique, l'amour dure dans 3 ans. Ouais, l'amour dure 3 ans, c'est extraordinaire. C'est très très fort. Ça dure 3 ans, c'est tout va bien. Mais, oui, mais je pense que parce que le Talmud dit, par exemple, qu'il y a 2 versets. Il y a un verset qui dit, là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, le Talmud, c'est un peu comme cache. Il y a un verset qui dit Motseani et Aïcha, Marc et Mavet. J'ai trouvé la femme, elle est amère comme la mort. J'ai prévenu, hein? J'ai trouvé la femme amère comme la mort. Qui dit ça? Comment? Je crois que c'est dans les proverbes de Salomon. Le même auteur dit Matsa Isha Matsatov. J'ai trouvé la femme, j'ai trouvé le bon. J'ai trouvé le bien. Donc c'est une contradiction. On dit Matseani Taisha Mark et Mabel, j'ai trouvé la femme, elle est amère comme la mort. Et un autre verset du même auteur, il dit Matsa Isha Matsatov, j'ai trouvé la femme, j'ai trouvé le bonheur. Donc on est mal barré. Alors traditionnellement on traduit comme ça. Motse Ani et Taïcha, si moi je mets mon moi, alors ne rencontre pas de femme. Si je mets mon moi, Motse Ani, je trouve moi, la femme. Maintenant, t'enlèves moi, là tu vas kiffer. Mais alors, là, mais d'accord, mais aujourd'hui, on doit construire son moi, on doit s'épanouir, on doit chercher son... Il y a aussi, mon maître Ravelio Abibol, il dit que il y a un verset aussi qui dit, c'est aussi dans les proverbes de Salomon, Noef Isha Chasterlev. Celui qui veut jouir de la femme, il a mauvais cœur. Donc, si moi je cherche ma jouissance, ne rencontre pas de femme. C'est autre chose qui est en train de se jouer que je cherche la jouissance, je cherche ci, je cherche. Voilà. Or ça, aujourd'hui, on cherche à être... Je termine sur ce point. Il y a un très bon ami à moi, après 20 ans de mariage, je croyais que ça allait bien. Sa femme me dit, je pense à un grand classique, il regarde, je pense qu'on va se séparer parce que tu me fais obstacle à mon épanouissement. Mais je pense que c'est très classique.
si chacun, on cherche son épanouissement, reste avec Internet. Je te conseille. Son épanouissement personnel. Mais les sages disent que oui, que le couple est le lieu d'un épanouissement. C'est pas son épanouissement individuel. Une question pour vous. Ce déclin du désir, vous avez parlé du wokisme et le néo-féminisme. Plutôt dans le féminisme, c'est tout et rien. Premièrement. Deuxièmement, de toute façon, maintenant on est dans une situation que j'ai appelée, maintenant dans le XXIe siècle, de néomachisme. Et on parlait auparavant des femmes habillées Prada et comme ça, donc ils sont tout féminines et comme ça, elles sont des guerriers. Elles ont l'âme du guerrier. Alors, notre société est macho-centrique, n'est plus patriarcale. Ça, j'ai tâché de dire, est certainement post-patriarcale. Et là, on a perdu quelque chose. On a jeté l'enfant avec l'eau sale. Mais elle n'est pas devenue féministe ou matricentrique ou féminocentrique. Elle est devenue néo-machiste. Les statistiques, les assassinats de femmes et des choses comme ça, des violences, c'est vrai qu'elles augmentent. Pas tellement comme on dit, mais de toute façon, là, je suis convaincu. C'est pas comme déjà pour la désapparition du père, c'est pas le féminisme parce que j'ai tâché de retracer là une généalogie. Je ne vais pas répéter mon livre sur le père, mais la descente du père, elle commence très tôt, si on veut voir. Par exemple, oui, elle commence très tôt. Elle commence déjà, par exemple, lorsque la Révolution française dit l'égalité, égalité, fraternité, c'est une société horizontale. On a perdu le père universel, mais même, là, je dis, avec un peu d'hésitation, mais il y a des théologues américains qui le disent, déjà, avec Jésus et avec le christianisme, il y a le commencement de la décadence. Parce que c'est quand même, oui, la voix du Père qui est substituée par la voix du Fils. C'est quelque chose de différent. Maintenant, je ne veux pas prendre du temps dans d'autres directions, mais c'est comme ça. Et si vous permettez, beaucoup de vous, évidemment, moi, j'ai eu une éducation catholique, j'ai fait une école catholique. J'ai aussi été l'analyste de prêtres catholiques, comme ça. Une chose qui m'a commencé à me faire douter de ce qu'on me racontait, c'est l'évangile de Matthieu. C'est encore le grec-latin, je m'excuse, l'évangile, le texte, c'est grec. Et là, Jésus dit, Opos blepon gunaika prosto epitsemosai. Aute ede emoise, etc. Entecardia, ça, nous le savons parce qu'on parle aujourd'hui de cardiologie encore, non? Ça, c'est la symbologie grecque.
Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus précise ce qui était le 9e commandement, et il dit, pas seulement tu ne dois pas désirer la femme de notre homme, mais aussi il dit, si tu commences à la désirer, si tu la désires, tu es déjà coupable d'adultère. C'est l'intention, c'est la culture du désir, c'est quelque chose comme ça. C'est une échelle, peut-on dire, incrémentaliste de l'incrément, comme, si vous me permettez, l'échelle de Gregory Stanton, qui définit le génocide comme dernière catégorie, mais il faut condamner les pas précédents. Non, la catégorisation, etc., qui viennent avant les politiques de réclusion ou de massacres comme ça. Alors c'est incrémental. C'est comme si Jésus voyait dans ce premier noyau déjà le péché, la faute. Et moi, là, j'ai commencé à dire non. J'étais déjà évidemment intéressé à la psychologie. Non, parce que là, on commence à bâtir un dogme, si on modifie de cette façon le 9e, on commence à punir des entités psychiques et on prétend de contrôler la complexité qu'on a dans nous. Notre action doit être bonne ou mauvaise, mais parce que la vie est complexe et tout est complexe, moi j'emploie beaucoup le concept d'un écrivain italien que certainement vous connaissez, c'est Primo Levi. Il parle de la zone grise. La morale est dans la zone grise. C'est très facile de dire les victimes sont bons et les autres sont méchants. Le plus complexe, c'est la plupart des gens qui vivent dans la zone grise, c'est-à-dire qui ont la méchanceté et la bonté dans eux-mêmes. Et alors là, pour revenir à Jésus, pour moi, il n'est pas acceptable. Ça, c'est seulement dans Matthieu, mais c'est quand même... il condamne même le désir. Et je voulais revenir là parce que le terme grec qu'il emploie est, je crois, correspondant à ce qu'on a tenté d'employer aujourd'hui comme désir en un sens plus général. Pas seulement instinct, que c'est mécanique et biologique, mais avec quelque chose de humain, de complexe, de psychologique. Je ne sais pas si j'ai un sens, ouais. Ça me paraissait, et maintenant c'est 70 ans que c'est passé, mais assez inacceptable. C'est-à-dire cette volonté de simplifier. De simplifier, oui, pour dire, de cadrer. Déjà le désir, si, je ne sais pas, dans une fête avec beaucoup de gens, et le regard qui tombe sur une femme, comme ça. Pourquoi pas? C'est souvent comme ça aussi, je me suis aperçu, moi j'étais quand même un garçon assez introverti et timide, et puis j'ai fait une profession avec une personne, mais ensuite j'ai écrit et on me demande de parler. Et pour parler en public, j'ai appris à dépasser l'introversion
en regardant dans le public, en général, si dans la première ligne, parce que je suis aussi très myope, il y a quelques femmes intéressantes. Parce que ça, en général, la femme, c'est vrai, elle regarde plus directement. Elle est plus présente. Elle est présente parce que l'homme pense, oui, et la femme regarde, entre en relation en général. Oui, les femmes n'ont pas seulement cette propriété, elles ont beaucoup d'autres qualités intéressantes. Voilà. Alors, c'est très compliqué de dire désir. Oui, une femme. Alors, je vais faire un parallèle maladroit, enfin un mélange maladroit entre sociologie, prospective sociologique et psychanalyse de base. Oui. Je suis mise au métier. Si j'ai bien compris, de manière très simpliste, on s'oriente plus vers Thanatos que vers Eros, sociologiquement. Et d'après ce que j'ai compris, Eros, c'est la fonction de vie, le désir au sens large, notamment sexuel, mais pas que. Et Thanatos, c'est globalement, si j'ai bien compris, l'inverse. C'est-à-dire, c'est pas que l'instinct de mort au sens tuer, mais également rester passif, rester, voilà, se plonger, etc. En termes de prospective sociologique, là, on a plutôt, d'après ce que j'ai compris, une orientation sociologique de Thanatos plutôt qu'Eros, au niveau du désir. Vers quoi s'oriente-t-on ensuite? Qu'est-ce qui est, en termes de prospective, qu'est-ce qui se dégage de la future évolution de la société? Et en fonction de quels critères? En tout cas, dans la pensée majoritaire, si je peux le dire comme ça. Je ne sais pas, je suis psychanalyste, je ne suis pas un prophète. C'est quand même, c'est oui, je suis jungien aussi, mais pour la première fois, là, j'ai cité beaucoup de Freud. Il dit beaucoup de choses très intéressantes et très tôt, là. Surtout comme sa psychanalyse était fondamentalement basée sur la sexualité, mais sur la sexualité masculine. Il parle beaucoup de l'impuissance psychique, qui est, il dit, dominante, évidemment, dans la société cultivée, bourgeoise, viennoise, il y a un siècle, ou même plus qu'un siècle. Parce qu'il dit il y a en réalité pas seulement beaucoup d'hommes, mais probablement la majorité qui confessent de ne pas avoir de la satisfaction sexuelle. Ils ont commencé très tôt avec les prostituées, ils se sont mariés relativement tard. Là, c'était probablement un de ceux aspect qu'on peut critiquer de l'excès du patriarcat, par exemple. Mais il parle aussi de l'autre côté caché duquel on ne parle pas, de l'impuissance psychique. Parce qu'il n'y a pas un relaxement, un véritable orgasme, même chez les hommes aussi. Freud, c'était... On va peut-être... Oui, David. Monsieur Zoya, vous avez présenté, donc, vous avez parlé, qu'auparavant, vous avez donné plusieurs points pour montrer que la sexualité, elle s'inscrivait plus dans un réel, dans la réalité, alors qu'aujourd'hui, elle s'inscrivait plus dans l'imaginaire. Oui. Du coup, est-ce qu'il y aurait certains points qui feraient qu'aujourd'hui, on pourrait, pour mieux comprendre les choses, se démarquer d'un épanouissement sexuel qui s'inscrit dans l'imaginaire et plus s'inscrire dans un épanouissement sexuel qui s'inscrit du coup dans le réel? Oui, mais de toute façon, de ce qu'on voit, il y a une quantité, un pourcentage, c'est terrible l'expression, de épanouissement mineur que je dis très probablement. En tout sens, parce qu'il y a un grand fort régression à l'onanisme, par exemple. On parlait de ça lorsque j'étais à l'école, c'était toujours on plaisantait
on était vraiment idiots, on plaisantait un peu trop parce qu'il y a des choses qui sont instinctivement sérieuses. Et maintenant, on ne plaisante pas et on a même honte parce qu'il y a eu la libération sexuelle. Mais pratiquement, il y a une régression pratiquement statistiquement à l'onanisme très forte. Et j'ai remarqué ça avec les patients, tout simplement, mais aussi des statistiques. Le fameux Natsal britannique dit ça. Ou bien moi, j'ai eu des patients, un type qui avait presque 50 ans, comme ça, et il était marié d'une façon normale, mais il disait qu'il pratiquait l'onanisme au moins 4 ou 5 fois par jour. Ça, c'est naturellement un cas extrême, mais les statistiques officielles britanniques confirment tout ça, et avec moins de satisfaction, parce qu'en théorie, on devrait être libéré. On a ajouté, jadis, il y avait le sentiment de culpabilité parce que l'éducation, disons, catholique ou en général bourgeoise, prenait beaucoup de limites à l'Italie, à la sexualité. Aujourd'hui, tout le monde, plus ou moins, même les prêtres comme ça, ont accepté, incorporé, introjecté la libération, super guillemets, sexuelle. Mais alors là, on a le sentiment, je suis incapable. C'est ma faute. Non, je ne suis même pas capable d'être moderne ou postmoderne. Une dernière remarque, parce que je crois qu'on va terminer. Pas seulement, comme j'ai dit, l'autre côté, l'homme désire la femme parce que c'est l'autre côté, ça c'est absolument Platon. Aussi, non, dans le mythe de Platon, l'être humain était les deux choses, il a été coupé. Et à propos de couper en deux, un petit exemple que j'ai connu après avoir terminé le livre, c'est quand même intéressant. Il y avait un pays en Europe qui avait été coupé en deux, l'Allemagne, occidentale et orientale. Avec la réunification, il y a eu la possibilité de comparer les études des universités de bonne qualité, soit occidentales, soit orientales. Qu'est-ce que disent ces études? Que dans l'Allemagne communiste, les femmes avaient le double d'orgasme que dans le... Donc, c'est une statistique. Non, c'est véritable, parce que non, c'était dans les universités, tout était truqué. L'explication, il y a beaucoup d'explications. Là, on dit parce que, je ne sais pas, il y avait les crèches, il y avait beaucoup de crèches, l'avortement s'était permis. Mais la plus probable est tout simplement qu'il y avait seulement le travail d'État, que les gens revenaient à la maison 4h30, 5h, il n'y avait plus rien à faire. Aller au cinéma, il y avait seulement des véhicules de propagande, théâtre et comme ça. C'était très emmerdant. La télévision aussi, il y avait 2 ou 3 choses du parti. Et hommes et femmes, quand même, restaient là et ils prenaient du temps, comme on dit. Ça fait du temps. Ils prenaient du temps. Voilà la solution. Devenir fonctionnaire. Le communisme aujourd'hui. Je sentais qu'on y arrivait. Il restait beaucoup d'heures ensemble, chaque jour. C'est pas seulement un blague. Non, mais on a compris. C'est absolument.